reçoit aujourd'hui Monsieur Charles Zakari Boao, un homme bien connu qui a été au Congo d'abord ministre de la Coopération puis ministre de la Défense, qui est aujourd'hui professeur de philosophie à l'université Marion Ngouabi et actuellement professeur invité en France à l'université de Lille 3. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Madame Thorin. Alors, nous allons commencer directement dans le vif du sujet parce que, outre ce que j'ai donné de votre biographie, vous êtes également membre du PCT, le parti au pouvoir, et mieux que ça même, membre du bureau politique. Oui, je suis en effet membre du bureau politique du Parti populaire du travail. Et à ce titre, vous avez pris des positions politiques tout à fait remarquables et remarquées dans le pays. Donc, je voudrais que nous entamions notre débat avec une première question. Il semblerait que, en dépit de toutes les opérations, tous les dialogues dont nous allons parler dans quelques minutes, il semblerait que la volonté politique du président Sassou Nguesso s'oriente vers un changement de constitution. Ce changement lui permettra-t-il de briguer un troisième mandat ou non? On le verra. Mais il semble bien que ça soit désormais quelque chose qu'on puisse dire ouvertement, alors qu'il y a quelques mois, on était encore un peu entre les deux. Oui, dans ma lettre ouverte du 20 janvier, je l'avais interpellé sur cette question en l'invitant à prendre ses responsabilités pour arrêter l'escroquerie historique qui commençait à se mettre en place autour de ce projet à partir du PCT. Mais je l'ai interpellé beaucoup plus comme président de la République parce que le débat était déjà dans la rue et le 31 décembre 2014, lui-même a laissé faire ce débat. Je me suis dit qu'il fallait l'interpeller et c'est pour ça que j'ai écrit cette lettre ouverte. Mais le débat a continué, il faut dire de façon pêle-mêle parce qu'il n'y avait pas un schéma organisé. Il y a eu des concertations autour du secrétaire général du PCT. Donc, pour la majorité présidentielle, le premier constat, c'est que ces concertations n'ont pas suivi l'idée énoncée par le PCT d'aller vers le changement de la Constitution. Donc, le PCT a été mis en minorité au niveau de la majorité présidentielle. D'accord. Ensuite, il a poursuivi ses concertations, le secrétaire général, avec les autres partis politiques de l'opposition et autres. Là aussi, on a constaté que l'opinion ne semblait pas suivre cette idée. Mais le débat a continué. Parallèlement, évidemment, la société civile s'est mobilisée, les gens se sont exprimés, des cadres se sont exprimés. Et au moment où on attendait que le président fasse le point pour constater que cette idée ne prend pas corps, que tout le monde semble refuser ce projet, cette démarche qui est assimilée à un coup d'État constitutionnel et qui pourrait par la suite devenir un coup d'État anticonstitutionnel. Les deux choses, dans le fond, disent la même chose. Et donc, nous ne sommes pas là dans la perspective des instruments, du respect, non seulement de notre texte fondamental, mais en même temps des instruments de l'Union africaine, de la francophonie et même des Nations unies, dans une certaine mesure relative au respect de l'alternance démocratique. Le débat a malgré tout continué et finalement, c'est le 30 juin que nous avons été surpris par l'adresse du président de la République, un message en direct à la radio et à la télévision dans lequel il convoquait, après avoir procédé à des consultations au palais du Parlement, il convoquait donc un dialogue. Il n'a pas indiqué où. Il a juste dit que, après avoir écouté tout le monde, bon, j'ai décidé de convoquer un dialogue national sans exclusive,
sans préalable qui devrait se tenir du 11 au 13, je crois. Non, au 15. 17, oui, enfin, bon. Dans un premier moment. Et puis, il a mis en place un comité préparatoire. Et selon la logique de cette démarche que j'ai qualifiée de maladresse présidentielle dans la lettre ouverte du 4 juillet, je récuse d'eux, ce dialogue s'est réuni. Pourquoi j'ai qualifié le propos du président de maladresse? Et simplement parce qu'il n'allait pas dans le sens de ce que même des observateurs intéressés pouvaient constater. Peut-être, mais tout du moins, il réunissait l'ensemble des forces politiques, enfin, il offrait à l'ensemble des forces politiques une tribune. Donc, ça n'était pas totalement illégitime. Attendez, il faut bien suivre les choses. Dans les discussions qu'il y a eu, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité, on a parlé de la nécessité d'aller vers un dialogue national. Pour, et sur ce point tout le monde était d'accord, faire le point sur la gouvernance électorale. Il n'y a que le PCT, je veux dire la direction du PCT, et quelques organisations fabriquées à la va-vite, à gauche, à droite, qui se sont exprimées pour non pas aller débattre de la question du changement ou pas de la Constitution, mais de l'évolution des institutions. Ce qui est la formule belle trouvée pour ne pas choquer les esprits et tempérer un peu les choses, puisque déjà la formule changement ou pas de la Constitution avait fait polémique et était majoritairement rejetée dans le pays. C'est pour ça que je parle de maladresse. Le président, en convoquant son dialogue de CBT, aurait pu, et je prends là les termes de son propre discours, il dit il y a des points concordants et il y a des points antinomiques. Tout le monde a compris que le point concordant, c'était la question de la gouvernance électorale. Donc, s'accorder sur les règles du jeu. Le point antinomique, c'était la question de l'évolution de la Constitution, en fait, des institutions, c'est-à-dire la question du changement ou pas de la Constitution. En bon père de la nation et en gardien de la Constitution, je pense qu'il aurait pu rester dans le moi constitutionnalisé et encourager la mise en place d'un cadre de discussion sur ce qui fait problème et sur ce sur quoi tout le monde est d'accord pour discuter, à savoir la question des élections. Celle de l'évolution des institutions, n'ayant pas fait consensus, on pouvait renvoyer cela à d'autres moments, surtout que, par ailleurs, ce n'était pas inscrit dans son projet, qui se termine en 2016. Et ce projet n'a pas prévu de débattre de la question de l'évolution des institutions qui, lui-même, le fait constater, fonctionnaient jusqu'à ce jour normalement. Il n'y avait donc pas de crise politique, il n'y avait pas de crise institutionnelle, il n'y avait pas de raison fondamentale de pouvoir poser un tel problème alors que les institutions étaient en train de se consolider dans le contexte normal du paradigme constitutionnel en vigueur. Voyez-vous? Donc, le fait d'avoir demandé qu'on débatte à la fois ces deux questions ne me paraît pas conforme à l'évolution du débat, des discussions, des concertations autour de ces problèmes. Et puis, il aurait pu, dans ces conditions-là, puisque l'opposition, antérieurement à la majorité présidentielle, avait longtemps insisté sur la nécessité d'un dialogue autour de cette question. On lui a même fait parvenir un mémorandum sur cette question. Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas une suprémabilité de convoquer une réunion
sur la question électorale, Oui. sur le fonctionnement des institutions, et implicitement mettre le point sur la nécessité de réformer ces institutions. Donc, après, la conséquence logique, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, bon ben voilà, il faut peut-être aller vers une réforme, une nouvelle constitution qui Oui. permette... c'est une astuce, c'est une de la astuce. ruse. C'est de la ruse. C'est oui, pour mais cela que la depuis politique, monsieur le le ministre. 4 juillet, c'est lui que j'interpelle en l'invitant à cette fois-ci se ressaisir parce que c'est clair qu'il est à la manœuvre. Ah oui. Et il a donc créé une commission d'experts bantins, donc c'est des experts organiques, la liste est connue. Mhm. Les participants au dialogue, la liste aussi est connue. L'écrasante majorité, ce sont des gens qui ont été désignés par des partis qui lui sont favorables ou qui sont favorables à l'idée d'un changement de la Constitution. Des partis dont certains ont été créés, je crois, depuis le mois de janvier 2015, il y a une vingtaine de partis qui ont été déjà créés. Bon, dans ces conditions, il assume cette escroquerie. C'est pour ça que dans la lettre que j'ai envoyée, je dis non, je ne vous vois pas assumer une telle escroquerie. Dans tous les cas, ce dialogue s'est tenu. Les conclusions du dialogue sont connues et ne font donc l'objet d'aucune ambiguïté. Et mon ouvrage sort comme pour avoir réussi d'une certaine manière, pardonnez que je m'exprime de cette manière, à anticiper ces conclusions-là. Vous voyez? Et les conclusions sont claires, elles montrent clairement que nous sommes là dans une escroquerie historique qui combine à la fois la ruse de l'histoire et l'histoire d'une ruse pour nous amener vers un changement de la Constitution. Et ça, c'est triste. C'est tout simplement misérable pour le niveau que nous avions atteint dans ce pays, qui est le nôtre, s'embarquer dans un coup d'État constitutionnel ou anticonstitutionnel, c'est faire reculer le Congo d'une vingtaine, voire d'une trentaine d'années. Alors, l'opposition n'a pas participé, une grosse partie de l'opposition n'a pas participé au dialogue de Sibiti. Elle organise aujourd'hui son propre dialogue. Est-ce que vous ne pensez pas, vu d'un petit peu plus loin, que ça n'est pas un bon signe de maturité politique? De la part de qui? De la part de l'ensemble des acteurs. Bien. D'une part, d'avoir pratiqué la politique de la chaise vide au moment où un esprit normalement formé avait conscience qu'il s'agissait là d'une astuce qui allait pouvoir déboucher sur quelque chose de contraire à l'opinion. Ça n'aurait rien changé, étant donné que la fabrication de ces assises obéissait à une logique qui mettrait, au fond, tout ce qui était contre le changement de la Constitution, a priori en minorité. Du coup, il y a eu un défaut, c'est vrai, de dialogue. Oui. Dont la responsabilité, pour moi, est imputable au président de la République, qui n'a pas, au moment où il fallait tirer les leçons, anticipé et accueilli l'opposition pour négocier froidement et franchement un certain nombre de principes, un certain nombre de démarches, et faire en sorte qu'il construise ce que lui-même il appelle le consensus. Donc moi, c'est sa responsabilité qui est engagée. Maintenant, regardons le problème dans le fond. D'accord? Astuce pour astuce, oui, mais il faut jouer les règles du jeu. Il faut respecter les règles du jeu. Lui, il est le président de la République. Pourquoi voulez-vous demander à un citoyen comme moi, qui suis d'une certaine manière informé sur les problèmes de ce pays, d'accepter de suivre une démarche dont je sais a priori qu'elle s'inscrit en dehors de la Constitution? Nous ne sommes pas en crise politique. Et cette opposition n'a pas refusé de dialoguer avec le président. Ils ont fait des propositions. Il y a eu des propositions dans le cadre des concertations négociées et initiées par le pouvoir, oui, mais ça, dont les conclusions n'ont jamais été respectées. Ça, c'est sur le plan électoral. Oui,
Oui, mais là, on est aussi dans le dialogue appelé à quelque chose de l'ordre de l'électoral et autre chose de l'ordre de l'institution. Oui. Et donc là, ça mettait une porte, évidemment, qui a finalement été largement ouverte, où personne n'était là pour donner un avis contraire sur les institutions. Si. Il y a eu... Très peu. Il y a eu... Bon, oui, quantitativement, il y a eu très peu. Ah. Parce que c'est la règle ainsi voulue par le président de la République. Et son parti, le Parti congolais du travail, dont je suis membre, ce que je ne partage pas comme démarche. À partir de là, que l'opposition y ait été ou qu'elle n'y ait pas été, ça ne changeait rien à la démarche qui a été initiée. Voyez-vous? Non, ça ne change rien à la démarche, je suis d'accord. Malgré tout, qu'est-ce que nous pouvons constater? Premièrement, il n'y a pas eu consensus. Le président disait qu'il fallait qu'il y ait consensus. Il n'y a pas eu consensus à Sibiti. Il nous a été fait remarquer que la majorité des participants est allée dans telle direction, une minorité dans telle autre, et intermédiairement dans telle autre. Donc, la grande majorité est pour le changement de la Constitution. Oui. Une partie importante est pour la révision de la Constitution et une minorité est pour le statu quo. En vérité, il y a eu deux tendances. Une tendance écrasante qui est pour le changement de la Constitution et une tendance minoritaire mais significative qui est contre le changement de la Constitution. Il n'y a donc pas eu consensus. Maintenant sur les conclusions qui ont été évoquées. On vous dit, on va partir, pour ce qui est des institutions, vers la nomination d'un Premier ministre. Oui. Mais qui n'est pas chef du gouvernement. Mais ça, c'est l'ambiguïté. On précise qui est responsable devant le président de la République. On a simplement dénivelé. Donc, revenons sur les conclusions de cette réunion de Sibiti. Pour ce qui est donc de l'évolution des institutions, on dit on va nommer un Premier ministre qui est responsable devant le président de la République. Nous restons donc, en gros, dans le contexte normal d'un exécutif monocéphale. Oui, hyper présidentiel. Je dirais. Donc, on n'a pas évolué qualitativement. Non. On ajoute qu'on va regarder la possibilité pour les ministres, pas pour le Premier ministre, d'être défiés. Donc, le Parlement va étudier la possibilité de défier les ministres qui n'auront pas une attitude conséquente vis-à-vis du Parlement. C'est-à-dire, si j'imagine, je soupçonne, le Parlement pourrait demander au président de la République que tel ministre ne se comporte pas bien, retirez-le. Ça, c'est quelle évolution qualitative? Ce qu'il le peut faire librement dans le contexte normal d'une constitution qui lui donne le droit de nommer les ministres, de les démettre, ces ministres n'étant responsables que devant lui. Devant lui, absolument. Donc, il n'y a pas une évolution qualitative de ce point de vue. Il y a plutôt une confusion qui s'instaure. On nous dit, on propose qu'on ramène la durée du mandat de 7 ans à 5 ans. J'en parle dans mon ouvrage. Très bien. Et on ajoute renouvelable point. Voilà, c'est ça. Voilà. L'ambiguïté, on arrive au cœur du sujet. Absolument. Donc, on argumente en disant 7 ans, c'est trop. Oui. Il faut ramener à 5 ans. Mais. Et puis, on lève la limitation. Comment on va justifier ça? Puisqu'on a dit, bon, 7 ans c'est trop. On ramène à 5 ans. Ça veut dire que le principe qui voulait qu'un président élu ne fasse pas plus de 14 ans est ici remis en cause dans la perspective d'une illimitation qui pourrait permettre que quelqu'un, indéfiniment, se fasse élire
président. Si nous savons entre nous les problèmes que pose cette intelligence électorale, on comprend qu'il y a là une escroquerie qui se joue et qui va à l'encontre d'un point qui avait fait, je le montre dans l'ouvrage, l'unanimité de toute la classe politique et de toute la société civile. C'est un des points qui n'a jamais fait de débat à la conférence nationale souveraine. On s'est accordé, on dit, ah non, non, plus d'éternité au pouvoir, désormais, on limite le mandat. Lorsque se tient le dialogue national sans exclusive, en 2001, là aussi, il n'y a pas eu débat. Les gens se sont dit, bon, on passe de la durée de 5 ans à 7 ans compte tenu de l'état d'esprit, l'état de dégradation du pays, mais il faut consolider le principe de la limitation des mandats en instaurant l'intangibilité du nombre de mandats, donc une clause de fermeture juridique. Alors, comment donc, vous voyez là où se joue l'escroquerie? Tout à fait. On va donc donner la possibilité au président de la République, je parle du principe, hein, je ne parle pas de l'homme, bien d'accord. De pouvoir être libre de se présenter Autant de fois qu'il voudra, après avoir déjà fait le temps qu'il a passé au pouvoir, et sur la base d'un argument lui-même sujet à caution, puisqu'on dit il ne faut plus rester longtemps au pouvoir. C'est une contradiction non performative, mon Dieu. C'est absurde de faire comme ça. Mais c'est pas absurde, c'est politique, c'est une astuce. Chacun donne son point de vue. On est dans la ruse de l'histoire. On est dans la ruse. Mais à l'échelle, au niveau éthique, l'appréciation de l'éthique politique, le Congo ne mérite pas une telle confusion. Alors là, moi j'ai envie de vous demander, imaginons qu'il y ait les élections, que la Constitution soit pas touchée, qu'il y ait les élections, il n'y a pas une figure qui émerge aujourd'hui de la classe politique particulière. Non, oula. Vous savez, j'ai toujours considéré que lorsqu'on dit que dans un pays, il n'y a qu'une personne qui peut éternellement la diriger, c'est une insulte à l'intelligence, c'est une insulte à l'avenir. On ne peut pas le dire. Maintenant, nous sommes dans une société qui est appelée davantage à s'ouvrir. Je vous garantis que si les règles du jeu sont correctement fixées, nous sommes tous d'accord, le consensus se construit sur les règles du jeu. Je ne vois pas comment le principe du changement de la Constitution va être obtenu. Je ne vois pas comment, même si par un passage en force qui ne dit pas son nom, on arrivait à aller à ce référendum, à adopter une nouvelle constitution, je ne vois pas dans ce pays, connaissant l'effervescence citoyenne qui est en train de se manifester, comment, tranquillement, on va assumer cela. Il y aura une résistance qui va déjouer, de mon point de vue, ce projet. Alors, ça, il faut être clair. Mais non, au Congo, il y a des gens intelligents, il y a des gens talentueux. Tout à fait. Il faut laisser le débat ouvert. Vous avez vu le débat suscité par cette question. Oui. Dans la presse, les gens qui se sont exprimés, qui ont réagi. Moi, je n'attendais pas à une telle masse critique. Je pensais qu'on était en deçà d'une telle capacité de réaction critique. Mais ce débat a permis de dire, au-delà du fait que vous avez les médias d'État qui sont fermés, mais les gens s'expriment. Donc c'est un vrai faux débat que de penser qu'il y a une personne indispensable. Et puis quand elle ne sera plus, alors le pays disparaît avec elle. Non, ça c'est des histoires. Je pense qu'il s'agit d'une démarche anachronique qui obéit à des intérêts liés à un affairisme qui ne veut pas se reconnaître comme tel. Question de pouvoir, question d'argent, question d'honneur, et ça s'arrête là. On ne peut pas prendre un pays en otage comme ça. Nous ne nous étions pas entendus pour faire comme ça. Alors, est-ce que... pas entendus pour faire comme ça, madame. Est-ce que ça signifierait que les propos de M. Mathias Dzon sont
opportun. Il a dit que si on s'engageait vers une nouvelle constitution, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est dissoudre les deux assemblées, l'Assemblée et le Sénat, que le président, évidemment, démissionne, qu'il y ait une assemblée constituante qui mette au point cette nouvelle constitution. C'est ce que j'appelle la fabrication d'une crise dont on n'avait pas besoin. Oui, mais... Et c'est ce qui va se passer si c'est ce schéma-là qu'on voilà. l'emportait. On va nous installer dans une crise dont on aurait pu faire l'économie. Mais c'est pour ça, mais je suis confiant, je pense qu'il va y avoir une résistance citoyenne forte et qui mettra en échec ce projet. C'est pas possible que ce projet puisse... Et quand vous regardez bien, je dis bien, toutes les conclusions relatives à l'évolution des institutions, je dis bien toutes ces propositions, si elles sont pertinentes, elles pouvaient être négociées dans le cadre normal d'une révision constitutionnelle, surtout pour un parti qui a une majorité écrasante au Parlement. Tout à fait, sauf la seule question qui ne pouvait pas faire l'objet d'un débat, c'est la question de la limitation du mandat. Voilà. Donc, l'escroquerie historique est affirmée. C'est une question donc de pouvoir. Et derrière cette question de pouvoir se joue la querelle des ethnocraties, combinée à ce que j'appelle prendre la démocratie pour la rançon des affaires inavouables. On fait d'une certaine manière, de façon tropicale, du césarisme constitutionnel ou démocratique. On utilise des astuces constitutionnelles pour jouer la Constitution contre elle-même au profit d'une nouvelle Constitution. Ça, des cadres sérieux ne peuvent pas suivre un tel schéma. Il y a des fanatisés qui vont bien évidemment se plaire à ce jeu-là, mais les Congolais ne suivront pas. Hein. Je pense que personne ne suivra une telle démarche. Et le président a encore une petite chance qui lui reste pour pouvoir dire non, on ne fait pas comme ça. Je reste au-dessus de la mêlée. Le consensus n'ayant pas eu lieu autour de la question des institutions, concentrons-nous sur la question de l'élection pour que celle-ci se passe dans la paix et que le Congo gagne son pari avec l'avenir. Alors, vous, au sein du PCT, est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que votre point de vue est celui du ministre Boao, ou est-ce que vous avez des partisans autour de vous? Le ministre Boao a disparu. Le débat n'est même plus un débat du ministre Boao. La majorité du bureau politique, du comité central, est favorable au refus du changement de la Constitution. Je vais vous le démontrer. Il y a eu une dernière réunion du bureau politique. Cette réunion du bureau politique s'est terminée sans communiqué final. C'est la première fois que ça se passe dans l'histoire du parti. Pourquoi? Parce que les membres du bureau politique ont posé un certain nombre de préalables. Je n'y étais pas. En plus? Je n'y étais pas. J'avais mes cours ici, donc je ne pouvais pas. Je n'ai pas eu le temps d'y aller. Bon, le bureau politique, je ne veux pas dire qu'il s'est terminé en queue de poisson, mais c'est tout comme. Il n'y a pas eu de communiqué. En fait, ce qui a été retenu, c'est de se remettre à la disposition d'un débat avec le président pour mieux tirer les conséquences de tout ce qui se passait et éviter que le pays n'aille à la dérive. Voilà ce que j'ai retenu de cette dernière réunion du bureau politique. N'en déplaise au secrétaire général qui continue dans la confusion procédurale dont il devient le maître excellent à entretenir la confusion dans l'opinion. Voilà, la vérité est là. Mais bon, c'est pour ça que je dis le débat a dépassé le parti. Il se recentre autour de la responsabilité personnelle du président de la République. Il lui appartient de se ressaisir, de ne pas poursuivre la trahison de son parcours jusqu'à vouloir imposer au pays un rythme qui va ruiner tous les efforts qui ont été faits pour ramener la paix, pour essayer d'aller autant que faire se peut à la satisfaction des problèmes quotidiens que rencontrent les Congolais.
Mais alors, est-ce que vous vous rendez compte que finalement, en disant cela, c'est aussi mettre l'accent sur la personne du président et mettre en valeur le fait que le président est le César finalement dans ce pays et que tout repose sur ses épaules. Il est la clé de voûte du système. système. Absolument. Il met en place un mécanisme qui lui permet de construire un surmoi extra-constitutionnel, il trahit son engagement vis-à-vis de la Constitution. C'est pour ça qu'on a la responsabilité. L'institution président de la République, chez nous, en tant que clé de voûte du système, est une institution forte. Il faut lui faire jouer son rôle. Maintenant, si celui qui occupe cette fonction met du moi au-delà de ce qui lui est permis, mais ceux qui pensaient que nous avons affaire à un ethnocrate, à un dictateur, auront gagné face à nous autres qui l'avons accompagné sur d'autres considérations. À ce moment-là, ça va être un échec terrible. On va vivre ça comme un drame si ce pays retombait encore dans le chaos comme il est ainsi annoncé et par la volonté d'un individu. Alors vous qui le connaissez très bien, qui avez été vraiment un proche, oui. Est-ce que vous pensez qu'il peut se ressaisir, comme vous dites, il peut finalement considérer qu'il est de son devoir de se retirer? Sur le plan personnel, j'entends. Ça tient encore à un très peu de temps. Je pense par rapport à ce peu de temps qu'il lui reste pour prendre la bonne décision, je continue à espérer qu'il pourra ne pas rater cette opportunité de rebondir et d'arrêter la descente aux enfers. Je pense qu'il peut. Et dans son entourage et dans ses relations internationales, il est venu il n'y a pas très longtemps voir le président Hollande à Paris. Vous pensez qu'il peut y avoir aussi des éléments qui vont le faire un peu réfléchir et changer d'avis? Je pense que la raison devrait l'emporter. Et c'est pour ça que dans l'ouvrage, je dis que le président Denis Sassou Nguesso symbolise le tiraillement de notre pays entre une modernité à laquelle nous voulons tous accéder et une sorte de culturalisme anachronique qui continue parfois malheureusement à tirer vers le passé. Mais le plus important, c'est qu'il y a une prise de conscience citoyenne qui, me semble-t-il, est en train de se structurer et qui pourra, au bout du rouleau, mettre un terme à cette dérive annoncée. Et c'est pour ça que, personnellement, tout en dénonçant le dialogue de CBT, j'encourage les citoyens qui sont aujourd'hui organisés comme force autour de l'idée de défendre l'ordre constitutionnel à mieux structurer cette démarche et à aller au bout de cette démarche de manière à ce que organiser, unir les personnalités politiques, la société civile, les individualités, que nous arrêtions cette dérive et que nous transformions avec le temps ce front de refus en un véritable front pour l'alternance démocratique, en dépassant un certain nombre d'égos, en dépassant un certain nombre de leçons que nous tirons de notre propre parcours. Vous êtes pour cette deuxième réunion qui a lieu entre les partis d'opposition qui avaient voté? Oui, d'abord c'est une honte qu'on n'ait pas autorisé à ces forces démocratiques de pouvoir se réunir dans les meilleures conditions qui existent. Ça, c'est une honte, c'est un désastre. Je vis ça très très mal. Oui. C'est important. On a toujours dit, oui, l'opposition, elle est faible. J'ai dit une fois, dans un débat à Brazzaville, vous voyez, et ça se passait au PCT, j'ai dit, un vrai démocrate ne peut pas se féliciter de ce que dans son pays, il y a une opposition nulle. Absolument. C'est pas normal, ça. Absolument. Bon, on y est maintenant, les gens s'organisent, ils se structurent.
j'espère qu'ils seront à la hauteur des engagements qu'ils ont pris. Et voyez comment ils tendent encore la main, ils disent, nous tirons un certain nombre de conclusions que nous déposerons auprès du président de la République. Bon, qu'est-ce que ça donnera? Un, ça va confirmer l'idée qu'il n'y a pas consensus. Tout à fait. Deux, si, au sortir de cette réunion, toutes ces forces qui se sont réunies mettent en place une sorte de convention ou une sorte de ligue ou une sorte de congrès pour pouvoir structurer la résistance citoyenne, je pense qu'on aura fait un pas en avant qu'il appartiendra au président de la République de prendre en compte. Qu'il lui appartiendra de prendre en compte. Alors, pour clore notre entretien, je voudrais que vous nous disiez quelques mots de votre ouvrage qui vient de sortir, La tragédie du pouvoir, une psychanalyse du slogan politique, qui sort actuellement aux éditions Dianoia dans la collection Police. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous évoquez dans ce petit ouvrage? Dans ce petit ouvrage, en réalité, je reviens sur tout ce que nous avons abordé de manière directe ou indirecte. Je fais le point du débat tel qu'il s'était engagé et je montre qu'il y a un rapport au pouvoir qui est porteur de tragédie lorsque on ne respecte pas les principes sur lesquels ce pouvoir s'est constitué. Vous parlez d'éthique, donc? Je parle donc d'éthique. Je montre comment, avec la Constitution du 15 mars 92, nous avons basculé dans la tragédie du pouvoir par l'incapacité de la classe politique et particulièrement de celui qui en est le ferment sublime, c'est-à-dire le président de la République, à ne pas respecter la Constitution. C'est ce qui s'est joué avec l'article 75 de la Constitution du 20 janvier. Pardon, du 15 mars. C'est connu et nous avons basculé dans la violence à partir de cette instabilité. C'est le même type de rapport au pouvoir qui amène aujourd'hui le président de la République à vouloir faire le coup de force de changer la Constitution, au fond pour ne pas respecter, cette fois-ci, l'article 57 et l'article 185 qui consolide le principe de la limitation des mandats. C'est ce que vous exposez dans les passages qui s'appellent psychanalytiques. Les psychanalytiques, je les ai formulés de cette manière-là parce qu'au moment où le débat se faisait, nous n'avions pas un support. On entendait des cris, on entendait des intuitions. Et j'ai essayé, à partir d'un document de la majorité présidentielle, de rassembler toutes ces intuitions pour en donner, pour en dégager ces 5 psychanalytiques qui font l'objet de cet ouvrage. La première psychanalytique montre que le changement de la Constitution dans le contexte actuel est illégal et anhistorique. Et ça nous rappelle un tout petit peu l'ambiance que nous avons connue à l'époque où il fallait tirer les leçons de la perestroïka pour passer de l'autoritarisme à la démocratie. La deuxième psychanalytique qui est là, elle indique qu'on peut rééquilibrer les pouvoirs du président de la République de manière à trouver une articulation performative dans le contexte normal de la Constitution du 20 janvier. La troisième psychanalytique aborde la question du déplafonnement de l'âge du président, du candidat à la haute charge républicaine et montre que, de ce point de vue-là, si on veut ramener les choses par rapport à l'âge, descendre, quitter 40 ans pour amener à 30 ans ou quitter 70 ans pour aller au-delà, même ça c'est jouable dans le cadre de cette constitution. Encore que je ne suis pas d'accord avec cette incongruité. La quatrième psychanalytique... La cinquième? Non, c'était la troisième. Ah oui, la quatrième montre que on peut revoir la durée
du mandat du président de la République, ce n'est pas frappé par la clause de fermeture. On peut ramener à 5 ans s'il en veut. On peut aller même à 10 ans si on pense que c'est une rationalisation. On peut le faire dans le cas de la révision. Rien ne l'interdit. Et la 5e montre que la vraie question, l'intrigue de ce débat, c'est la question de la limitation du mandat qui, derrière cette question, se joue au fond 2 choses. La querelle des ethnocraties, mais arrimée à des problématiques qui induisent un affairisme qui prend la démocratie comme la rançon des affaires inavouables. Oui, en otage, en quelque sorte. Voilà. Je conclue donc en montrant que c'est vrai, on a reproché à cette constitution d'avoir été taillée sur mesure. Je restitue le contexte dans lequel nous avons travaillé pour dire que, en réalité, on était guidé par le souci de la durabilité. Et que s'il y a une constitution des vainqueurs de la guerre, c'est l'acte fondamental qui a régi le pays après la guerre. Mais ce n'est pas la constitution du 20 janvier, puisque celle-ci a été négociée. Il y aura certainement des choses à redire, mais elle a été quand même négociée en impliquant les cadres, en impliquant tout le monde. Consensuel. Et donc, elle s'oppose fortement à toute tentative de s'éterniser au pouvoir, à toute tentative de vouloir justement caporaliser une certaine partie de la souveraineté nationale pour des intérêts qui ne correspondent pas à l'intérêt général. Tout ça est dénoncé dans cet article. J'ai suivi, de l'autre côté, ils ont même parlé des questions de parité. C'est amusant parce que l'article 8 dans cette constitution instaure la parité. Donc le débat, c'est un débat de pouvoir et ça se joue là. Maintenant, je pense que c'est clair. L'artisan principal de ce débat, c'est le président de la République. Nous lui tendons encore la main pour lui dire non. Vous avez été 2 fois président de l'Union africaine. Vous avez un parcours, malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut vous reprocher, dont on peut retenir quand même un certain nombre de choses qui sont positives. Alors, jouez la partition de Mandela. Jouez la partition de vos amis comme les Pohamba, les Rawlings. C'est pas la peine de prendre le Congo pour construire une crise artificielle qui va combiner à la fois ce qui s'est passé au Burundi, sous nos yeux, ce qui s'est passé au Burkina et ce qui s'est passé au Niger de Mamadou Tandja. Comment on voit venir. Il est de notre devoir de dire non, arrêtons ça. Bien, Monsieur le Ministre, je vous remercie. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, La tragédie du pouvoir, une psychanalyse du slogan politique, aux éditions Dianoia. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous aussi d'avoir bien voulu me recevoir et merci.